RCF. Le temps de le dire, Antoine Bélier. Bonjour à tous. Il est devenu un cas ou une affaire, mais il faut le souligner, à la suite du jésuite Bruno Sainteau, Vincent Lambert est avant tout une personne, un être singulier qui mérite toute notre considération et notre respect. Vincent Lambert est, nous le savons depuis plus de 10 ans, au cœur d'une bataille éthique et judiciaire complexe sur fond de dissension familiale, atteint d'une très grave lésion cérébrale après un accident de voiture survenu en 2008. Vincent Lambert aussi entre un état de conscience minimal et végétatif. Après que le CHU de Reims a exécuté la décision de l'arrêt des soins lundi, un rebondissement inattendu a eu lieu le soir même lorsque la Cour d'appel de Paris a ordonné à l'État français de prendre toutes les mesures aux fins de faire respecter les mesures provisoires demandées par le Comité international des droits des personnes handicapées le 3 mai 2019, tendant au maintien de l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert. Il s'agit donc d'une décision qui laisse le temps à ce comité de l'ONU d'étudier un dossier délicat qui nous interroge tous. Il nous interroge tous car il parle de la fragilité de chaque personne humaine, de la valeur de la vie. C'est finalement vers un choix de civilisation très clair auquel nous sommes renvoyés, comme l'indique l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, dans un communiqué. Soit nous considérons les êtres humains comme des robots fonctionnels qui peuvent être éliminés ou envoyés à la casse lorsqu'ils ne servent plus à rien, soit nous considérons que le propre de l'humanité se fonde non sur l'utilité d'une vie, mais sur la qualité des relations entre les personnes qui révèlent l'amour. Alors sans être ni donneur de leçons, ni en position de surplomb, mais avec les nuances qui conviennent, tentons, avec mes invités jusqu'à 10h ce matin sur RCF, de décrypter les contours de ce sujet éthique crucial. Le temps de le dire. Présenté par Antoine Bélier. Avec 3 invités que je vous présente sans plus tarder. Lou Bémond de Senneville, bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes journaliste au quotidien La Croix, chef de la rubrique bioéthique à la une du journal. Le Brexit avec le Royaume-Uni déboussolé, titre La Croix, un journal que nous ne pouvons consulter exceptionnellement qu'en ligne en raison d'une grève. En raison d'une grève des ouvriers du livre, comme ça arrive parfois, mais sur Internet, il y a tout journal, tout ce bon journal que vous pouvez consulter. Marie-Dominique Trébuchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes théologienne moraliste, directrice de l'IER, l'Institut d'études religieuses à la Catho de Paris. Vous êtes également vice-présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Et bénévole en soins palliatifs. Et bénévole en soins palliatifs également. N'hésitez pas à mettre votre micro bien en face de vous. Voilà, ce sera parfait. Merci. Caroline Roux, bonjour. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale adjointe et coordinatrice des services d'écoute d'Alliance Vita, une association qui se fixe 2 missions principales. Je les rappelle, l'aide aux personnes confrontées aux épreuves de la vie et la sensibilisation du public et des décideurs à la protection de la vie humaine. Vincent Lambert, la valeur de la vie en question, c'est ainsi que se formule cette nouvelle édition du Temps de le dire sur RCF. Venez prendre part à notre réflexion. Vos témoignages, commentaires et questions sont attendus par Catherine au standard. Vous pouvez également nous écrire directement, le temps de le dire @rcf.fr. Pour intervenir à l'antenne, appelez le 04 72 38 20 23. Comment tout d'abord vous comprenez ce dernier coup de théâtre à propos de la situation de Vincent Lambert, coup de théâtre juridique un peu complexe? Est-ce que vous pouvez nous décrypter les choses? Lou Bémond de Senneville. Alors en fait, les avocats des parents de Vincent Lambert, donc ils sont opposés à l'arrêt de l'hydratation et de la nutrition artificielle de Vincent Lambert, ont lancé depuis des années une multitude de recours juridiques. Et parmi ces recours, il y a eu un recours qui a été lancé au tribunal de grande instance de Paris le 17 mai, demandant à la France de respecter une demande provisoire de l'ONU, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, du Comité international des personnes handicapées. Et ce comité, il dit quoi? Il dit voilà, on a besoin de temps pour examiner l'affaire Lambert, et donc on demande à la France de geler la situation, de ne pas interrompre les soins, les traitements, pardon, en attendant de pouvoir examiner la question sur le fond. Et donc le juge judiciaire a donné raison aux avocats des parents de Vincent Lambert contre l'État français. Oui, parce que l'État français, le gouvernement s'était déjà prononcé, il me semble, à travers Caroline Roux, un mémoire de 6 pages, disant qu'il était
pas forcément disposés à attendre cette décision de ce comité de l'ONU. Oui, la ministre de la Santé a invoqué qu'il ne s'agissait pas de manière contraignante, et donc qu'il y avait eu déjà des décisions en France, et donc on pouvait appliquer ce qui avait été décidé par la France. Sauf que nous sommes liés en France par un pacte international, nous sommes co-signataires de tout ce qui concerne les personnes handicapées, et donc la Cour d'appel a rappelé que nous y étions tenus, d'autant plus que était en jeu la vie de cette personne, et donc a demandé que soit appliqué l'article 2 et le droit à la vie, et donc de suspendre l'arrêt d'alimentation et d'hydratation. Alors il s'agit, on le précise donc, d'une décision provisoire qui laisse le temps à ce comité de l'ONU d'examiner la situation. Comment ça va se passer maintenant, Marie-Dominique Trébuchet? En quoi c'est important de prendre le temps d'examiner ce dossier, sachant que ça fait des années qu'il y a des procédures juridiques, et c'est vrai qu'on est un petit peu déboussolé. Vous me posez une question à laquelle je ne peux pas répondre pour le moment. Comment ça va se passer? Je pense que nul ne le sait. C'est une situation qui est exceptionnelle, qui est radicalement nouvelle, avec les derniers développements. Prendre le temps, voilà, ça permet toujours effectivement d'avancer dans la réflexion éthique. Mais je peux pas dire plus, on peut pas prévoir ce qui va se passer maintenant. Alors ça veut dire quoi, avancer dans la réflexion éthique, Caroline Roux, selon vous, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, et on semble un peu tourner en rond, non? Alors ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est ce qui s'est passé depuis 2013, où il y a eu un vrai basculement. C'est-à-dire que Vincent Lambert est une personne lourdement handicapée qui a été accompagnée par sa famille et l'ensemble de sa famille d'une manière assez harmonieuse jusqu'en 2013, où les parents ont découvert qu'il y avait une décision qui avait été prise d'arrêt d'alimentation. On avait laissé partiellement l'hydratation sans qu'ils aient été au courant. Donc ils sont aperçus au bout de 20 jours. Et c'est là qu'a commencé le premier recours judiciaire en référé pour demander l'alimentation à nouveau de leur fils. Alors il faut bien comprendre qu'il y a une colère, il y a quelque chose qui s'était mal emmanché dans ces procédures collégiales où la famille n'avait pas été entièrement bien informée en tout cas, et ça a créé une forme de défiance vis-à-vis d'une partie du personnel médical, et puis pour ses parents de se dire en fait que leur fils était pas pris en charge de manière adaptée. C'est pas qu'il est mal pris en charge, mais pas de manière adaptée, qu'il était d'abord gravement handicapé et qu'il n'était pas en fin de vie. Il y a eu un problème en amont, Marie-Dominique Trébuchet, Loubet-Mont de Senneville, dans la procédure collégiale. Il y a eu une faute, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça, c'est un peu compliqué de le dire. Dans la mesure où il faut quand même le rappeler, sur Vincent Lambert, on n'a pas accès à la totalité des éléments. Donc, je veux dire, il faut quand même avoir ça en tête. Il faut avoir en tête que c'est une personne, que c'est un cas singulier, que c'est une famille singulière. Donc voilà. Est-ce que il y a eu une faute dans la procédure collégiale ? Il y a sans doute eu un raté. Si les parents n'ont pas été informés, comme l'a reconnu la justice et comme l'a reconnu après coup le docteur Carigé, qui était à l'époque en charge de l'unité du CHU de Reims, voilà, il y a sans doute eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Depuis, il y a eu une nouvelle loi Leonetti. Juste un mot, je consonne avec ce que vient de dire Lou. Et pour ma part, je pense que nous n'avons pas les éléments pour nous situer, pour avoir des paroles définitives sur la situation de cet homme. La situation de cet homme qui est accompagné par une équipe médicale, qui est entouré d'une famille qui malheureusement se déchire, qui fait que malheureusement on parle d'un cas. Moi je me refuse à parler de cas, je me refuse à parler d'affaires. Il s'agit de la situation d'un homme, Monsieur Vincent Lambert, pour lequel nous n'avons aucune légitimité, nous, à nous prononcer sur sa situation singulière. Donc,
Pour ma part, je fais confiance. Je travaille depuis longtemps avec les équipes de soins palliatifs. Je suis bénévole moi-même depuis 15 ans. Je sais à quel point ils ont le souci d'accompagner dans la singularité chaque personne et combien ce peut être difficile d'ajuster le traitement, de discerner si on est ou pas en obstination déraisonnable. Donc voilà, faire confiance à ces personnes dans la manière qu'elles ont d'accompagner Monsieur Vincent Lambert. Alors, on parlera après la pause musicale de cette question très délicate. Est-ce que Vincent Lambert se situe dans cette situation d'obstination raisonnable ou pas? J'aimerais juste vous poser une question avant de faire cette pause. On parle de soins palliatifs, en fait. Caroline Roux, est-ce que finalement Vincent Lambert est au bon endroit? Ben c'est toute la question et tout ce qu'il y a le nœud puisque Vincent Lambert n'est pas en fin de vie et puis ce qui a été extrêmement choquant en tout cas quand on a appris que depuis 5 ans il est enfermé dans une chambre à clé dans sa chambre et qu'il n'a plus de soins de kiné, qu'il n'est plus mis au fauteuil, qu'il ne sort plus. Et donc là, il y a les recours juridiques ont fait que la situation s'est bloquée. Et finalement, ce qui est demandé par les parents, c'est qu'ils puissent être transférés dans une unité adaptée. C'est des unités qu'on appelle pour les états végétatifs chroniques et ou polyrelationnels, oui. Et qui ont été créés par une circulaire en 2002, justement pour répondre à ces situations très très particulières de personnes cérébro-lésées et donc pourquoi ce blocage? Pourquoi n'est-il pas transféré? Je pense que ça serait une manière de s'en sortir et de répondre à cette question. Et donc voilà, c'est la demande principale. Après, chaque cas est différent. Vous le rappelez, effectivement, Marie-Dominique Trébuchet, en tout cas, c'est la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs qui le rappelle dans un communiqué. Mais j'aimerais que vous puissiez aussi répondre à cette question. Pourquoi Vincent Lambert, aujourd'hui, si j'ai bien compris, est dans un service de soins palliatifs? Il est dans un service qui a des lits de soins palliatifs et qui aussi a des personnes qui sont dans son état. Donc... encore une fois, sur cette situation, je ne peux pas de l'endroit où je me situe juger si Monsieur Vincent Lambert est là à l'endroit où il faut. Je fais confiance à cette équipe médicale pour l'accompagner, pour prendre soin du mieux possible de cette personne dans la situation dramatique et tragique dans laquelle elle est. Est-ce qu'un transfert est possible, un transfert de Vincent Lambert dans un autre service, Loubet-Mont de Senneville, aujourd'hui, dans le cadre juridique qui est aujourd'hui édicté? Alors en fait, il y a un transfert qui serait possible si la tutrice, qui est son épouse Rachel, ou l'UDAF, voilà, qui sont les deux tuteurs de Vincent Lambert, ou bien donc le demandait, ou bien si ça résultait d'une décision de justice, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que dans cette unité de soins, à cette unité de soins palliatifs du CHU de Reims est adossée une unité EVC EPR, donc pour les personnes dans la situation de Vincent Lambert. Donc état végétatif chronique. Et état post-relationnel. Mais en France, il y a 2 types d'unités EVC-EPR. Il y a des unités EVC-EPR qui sont adossées à des unités, à des services, à des unités de soins palliatifs. Et il y a des unités EVC-EPR qui sont adossées à des services de soins de suite et de rééducation en neurologie. Et ces 2 types de services, même s'ils portent le même nom, ils développent deux approches exactement. Merci, d'accompagnement de la personne dans cet état. Et je pense que c'est ça en partie qui se joue aujourd'hui. Voilà, c'est ces 2 différences d'approche entre d'un côté des gens qui veulent plus accompagner et de l'autre côté des gens qui veulent plus rééduquer, faire progresser. Je caricature à grands traits, mais je pense que c'est important d'être conscient. Voilà, de 2 différences d'approche. Je dis pas qu'il y en a une qui est bien, il y en a une qui est mal. C'est pas du tout la question. Mais en tout cas, il y a une différence. Caroline Roux. Oui, je pense que c'est le nœud du problème et que des unités qui sont rattachées à des médecins qui sont rééducateurs, qui vont pouvoir stimuler, sans s'acharner. Il ne s'agit pas d'acharnement, mais de pouvoir accompagner le mieux possible ces personnes dans des projets de vie. Et je crois que c'est ça la différence, c'est que avec les soins palliatifs
sont très experts dans l'accompagnement de la vie vers la mort, alors que ce n'est pas la situation de ces patients qui sont lourdement handicapés, certes, qui ont un état de conscience altéré dont on ne trouve pas toujours les clés, mais qui Vincent Lambert, il faut quand même redire peut-être sa situation. Il n'est pas du tout dans le coma, il n'est pas bardé de tuyaux, il a une gastrostomie qui a été mise après son accident pour être alimenté. Pour alimenter et puis il y a aussi une hydratation. Donc c'est des soins minimaux, des soins, on pourrait dire, de base, et peut-être une approche différente quand on est en fin de vie, où on va limiter des traitements, y compris l'alimentation et l'hydratation, mais c'est pas le cas d'une personne qui est en pleine vie, on pourrait dire. Alors on va continuer justement de se poser cette question que je résume ainsi. Vincent Lambert est-il en fin de vie? On en parle après cette pause musicale. C'était une petite suite de Claude Debussy sur RCF. « 9h, 10h, c'est le temps de le dire sur RCF. Nous parlons depuis 9h ce matin dans le temps de le dire sur RCF de Vincent Lambert, un homme en état de conscience minimale, un homme qui est devenu une affaire, selon le titre d'un article de nos confrères de La Vie, une affaire entre les défenseurs de la vie et ceux qui militent pour l'euthanasie, à moins qu'il y ait place à quelques nuances dans cette alternative. Mes invités sont, je vous le rappelle, Lou Bémond de Senneville, journaliste à la Croix, la théologienne moraliste Marie-Dominique Trébuchet, vice-présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, et Caroline Roux, déléguée générale adjointe d'Alliance Vita. J'aimerais vous livrer cette question de Paul de Bruxelles. Quelle est la loi ou le principe à appliquer pour respecter la vie et ne pas tomber dans l'acharnement thérapeutique? Alors je crois que cette expression a été remplacée dans la loi par obstination déraisonnable. Il y a une petite nuance quand même. Marie-Dominique Trébuchet. D'abord, je voudrais vous remercier de dire que il y a des nuances et que nous ne sommes pas forcément dans deux camps opposés. Enfin, moi, je ne me reconnais absolument pas dans les batailles qui sont décrites entre les tenants les pro-vie et les pro-euthanasie, pour résumer. Exactement. Voilà. Donc, nous rentrons dans la complexité des situations et merci pour cela. Nous avons une loi en France, une loi de 2005, la loi Leonetti, une loi de 2016, la loi Claes-Leonetti, dont il faut rappeler que l'évolution aussi a pris en compte la situation de Monsieur Vincent Lambert. La loi française, qui est copiée d'ailleurs dans différents pays, nous permet aujourd'hui d'accompagner les personnes sans tomber, parce que c'est interdit, dans l'obstination déraisonnable et sans avoir de pratique euthanasique non plus. Donc la loi est un cadre qui permet
une pratique médicale, et ce sont les médecins avec leurs équipes, puisque la loi recommande un travail collégial, les médecins entourés des soignants, des équipes qui accompagnent les personnes et discernent ce qui est le mieux à ce moment-là pour cette personne-là, dans l'état où elle en est de sa vie. Ça, ce sont les principes essentiels mais généraux. Mais pour ce qui est de Vincent Lambert, parce que je reviens à la question, est-il ou non en fin de vie ? Finalement, c'est ça, parce que les principes que vous énoncez, ils s'appliquent aux personnes qui sont en fin de vie. Il s'applique à toute personne, les principes que je viens d'énoncer, d'accompagner du mieux possible. Vous savez, les soins palliatifs ne se résument pas à l'extrême fin de vie. En France, on a une culture de la rupture entre le curatif et le palliatif. Mais Monsieur Vincent Lambert, comme beaucoup de personnes malades, bénéficie de soins palliatifs depuis longtemps, depuis le début de sa prise en charge. Donc, cessons d'opposer le curatif et le palliatif et essayons de mieux comprendre, que ça n'est pas le juge, le juridique n'entre pas dans la chambre des patients, et que nous avons à travailler avec les médecins et je résiste aussi beaucoup aujourd'hui aux attaques qui sont faites envers les équipes médicales et les médecins. Travaillons ensemble. Caroline Roux. Alors peut-être que toutes ces questions révèlent une ambiguïté sur la question est-ce qu'on est maintenu artificiellement en vie ou pas? Est-ce que l'alimentation, l'hydratation sont toujours dues ou est-ce qu'elles peuvent être interrompues? Est-ce qu'on donne tous les soins dus à ces personnes qui, je rappelle, sont pas en fin de vie, mais qui sont lourdement handicapées? Est-ce que c'est de l'acharnement, pas de l'acharnement? Ce qui serait de l'acharnement, c'est si on en rajoutait derrière. Mais aujourd'hui, je pense que ces situations où on a été où les États sont stabilisés, ça pose cette question. Est-ce qu'on est dans l'obstination ou pas dans l'obstination? Et je crois que l'obstination vient quand les traitements apportés ne sont pas au bénéfice du patient. Mais je dirais que dans toutes ces questions, au fond, on peut se poser la question pour nous-mêmes. On aimerait être dans ces situations. On n'a pas envie d'être handicapé, on n'a pas envie d'être vieux, on n'a pas envie. Donc, le risque, c'est de se projeter dans ces situations. Mais c'est différent. C'est des situations. D'abord, c'est les personnes qui le vivent, qui peuvent en répondre et aussi qui s'y adaptent. Et c'est tout. Ce qui peut être apporté justement dans ces centres EVC. EPR. Ouais, mais pour ce qui concerne Vincent Lambert, est-ce qu'il y aurait, Marie-Dominique Trébuchet, puis j'aimerais aussi entendre Loubet Monsenneville, une faiblesse dans la loi Leonetti, en tout cas quelque chose qui permettrait une interprétation assez large et qui entraînerait une certaine confusion, je pense à l'assimilation entre le traitement et puis le soin, par exemple? Non, c'est-à-dire que alimentation et hydratation artificielle qui serait un traitement, qui serait considéré comme un traitement. Parlons davantage de nutrition que d'alimentation. Nous sommes dans des cas de nutrition artificielle et d'hydratation artificielle. Les médecins savent que, à certains moments, effectivement, on peut qualifier ces soins normaux de traitement et qu'ils peuvent à un certain moment représenter non pas un soin au bénéfice de la vie de la personne, mais qu'ils peuvent représenter une obstination. Les procédures collégiales qui se sont déroulées ont discerné qu'on était en situation d'obstination déraisonnable. Et il faut penser qu'ils ont eu suffisamment d'éléments pour juger qu'il y avait une obstination déraisonnable. Voilà tout ce que je peux dire sur la situation de Monsieur Vincent Lambert. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Loubet Monsenneville, sur ce qu'on vient de dire à l'instant, cette assimilation de l'alimentation et de l'hydratation artificielle à un traitement? Est-ce que ça, c'est une réalité? Est-ce que ça pose problème? Est-ce qu'il faudrait clarifier la loi sur ce point? Sur l'adéquation de la loi, la question que vous posez au fond, c'est est-ce que Vincent Lambert entre dans le cadre de la loi Leonetti-Claes? Il n'y a aucun doute sur la question. La loi Leonetti-Claes, quand on reprend les débats de 2015, Vincent Lambert alors le cas de Vincent Lambert a été évoqué de manière répétée dans les débats et il y a quand même quasiment un article qui a été écrit pour lui. Donc
Il y a pas de doute sur la question, et le fait que toutes les juridictions administratives de ce pays se soient prononcées à plusieurs reprises en ce sens prouve que voilà, il y a aucun doute sur le fait qu'il y a une adéquation entre sa situation et la loi. Maintenant, est-ce que la loi est bonne ou n'est pas bonne, c'est une autre question. Mais en tout cas, moi, je peux vous répondre sur un plan factuel et juridique. Et vous êtes d'accord, Caroline Roux, le cas de Vincent Lambert, excusez-moi d'employer le mot cas, même si on pourrait employer d'autres mots, mais est-ce qu'il rentre dans le cadre de cette loi ? Alors tout ça, en fait, ça pose une question autour de la famille, de l'assentiment de la famille, et je pense que c'est aussi un des nœuds justement de ces décisions collégiales, de pouvoir impliquer la famille. Ça pose aussi la question de la tutelle, parce que la tutelle, elle a été décidée au cours de ces recours. Et pour en parler avec des médecins qui travaillent dans des EHPAD, ils disent souvent il peut y avoir des difficultés justement au sein des familles, et il peut y avoir aussi nomination de personnes plus médiatrice, peut-être qu'il n'a pas eu lieu dans ce cas-là et qu'il y aurait vraiment besoin, je pense, de médiateurs. Après, on a vu quand même que Vincent Lambert, dans sa situation, je suis d'accord pour parler vraiment d'une situation particulière, a vécu 31 jours sans être alimenté. Donc on se pose des questions, si nous on n'était pas alimentés. Parce qu'il faut le signaler, il y avait déjà eu une décision d'arrêt de traitement il y a quelques années. En 2013. 2013. Oui. Il y a eu à quatre fois des décisions d'arrêt de traitement. Donc la question qui se pose aujourd'hui, parce que maintenant de toute manière c'est sur la place publique et on voit les parents dans l'association des parents des familles de traumatisés crâniens qui s'inquiètent parce que bien sûr ils ont des proches, des fils, des époux dans le même cas ou des cas similaires à Vincent Lambert et qui voient qu'on pourrait arrêter sur décision collégiale la vie de leur enfant. Et je pense à ce père qui a témoigné d'ailleurs dans La Croix, qui s'appelle Philippe, et qui disait « Ce qui compte aujourd'hui pour moi, ce n'est pas ce que j'aurais voulu vivre avec mon fils, ce qu'il aurait voulu être, ce que j'aurais voulu qu'il soit, mais ce qui importe, c'est qu'il ne soit pas malheureux et qu'il soit accompagné le mieux possible. » Et je pense que c'est la question qui se pose pour ces parents qui sont meurtris, évidemment, et peut-être en colère, et qui se demandent, impuissants, comment on peut accompagner au mieux la situation de leur fils. Alors rapidement, puisqu'on va faire une nouvelle pause, Marie-Dominique Trébuchet, il me semble que dans ce communiqué de la Société d'accompagnement et de soins palliatifs, vous résistez justement à généraliser ? Absolument, absolument. Et je pense vraiment aujourd'hui, ce serait faire le lit d'une évolution de la loi vers l'euthanasie que de faire un rapprochement trop rapide, trop simple entre la situation de ce monsieur, voilà, que nous avons décrite, et puis la situation de toutes ces personnes qui sont entre 1500 et 1700 en France. Il est absolument pas question aujourd'hui de faire un amalgame et de faire un lien entre ce qui est en train de se passer, voilà, vraiment de manière tragique et dramatique, et la situation de ces personnes. Le Conseil d'État lui-même rappelle qu'il n'y a pas de lien et que quelle que soit la situation et la manière dont va évoluer la situation de Monsieur Lambert, ça ne doit pas remettre en question l'accompagnement de ces personnes dans des services adéquats, et effectivement qu'il faut développer, bien sûr. Et j'entends et j'ai lu dans La Croix effectivement les témoignages de ce monsieur. Je pense que voilà comment dire, je crois que nous sommes en France tous voilà saisis aujourd'hui par ces questions-là qui peuvent nous toucher dans nos familles, dans nos amis, dans nos relations, nous-mêmes dans notre propre corps, et qu'il n'est pas vraiment qu'il faut résister à cet amalgame, ce qu'on fait trop rapidement. Alors nous sommes en retard, mais Lou Belmont-Sonneville, comme promis, un petit mot avant de passer à une nouvelle pause, et puis on parlera ensuite de comment éviter justement ce qu'on pourrait appeler cet imbroglio éthique et juridique. Oui, moi je voulais juste faire une précision. On entend beaucoup parler à l'occasion de ce retrait de l'alimentation, de la nutrition et de l'hydratation. Voilà, certains disent il va mourir de soif et de faim. Moi je voudrais préciser que
tous les médecins de soins palliatifs disent que ce n'est pas le cas. Concrètement, ce qui se passe, c'est que la personne, parallèlement au retrait de ces traitements, est endormie profondément et qu'il y a toute une série de soins qui continuent à être prodigués jusqu'à la mort de la personne. C'est ce qu'on appelle la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Mais je pense qu'il faut faire attention aux termes que l'on emploie pour être le plus juste possible dans ce débat qui est compliqué. Et voilà, je vois qu'on est en retard. Oui, on est très en retard, mais voilà, Caroline Roux, allez, rapidement. Je partage que quand on parle de faim et de soif, il n'y a pas les sensations, mais la réalité reste que ces patients vont mourir de dénutrition et de déshydratation, que ça va entraîner des dysfonctionnements au niveau des reins, et c'est ça qui va entraîner la mort. Donc on peut jouer sur les mots, mais il y a quand même cette question fondamentale. Peut-on, pour quelqu'un qui n'est pas en fin de vie, arrêter ces soins de base? On reprend le débat dans 1 minute sur RCF. Pour intervenir à l'antenne, appelez le 04 72 38 20 23. Trésor d'humanité, le pain et le vin constituent des aliments symboliques qui marquent notre culture et la foi des chrétiens. Cette semaine, dans Grand Angle, Christophe Héningue aborde avec les professionnels les techniques à travers l'histoire et l'évolution du goût. Le pain et le vin, histoire de l'humanité, c'est dans Grand Angle, ce mercredi à 23h. Chemin de pèlerinage ou route vers l'inconnu, nous sommes de plus en plus nombreux à devenir marcheurs ou pèlerins. Mais pour aller où ? À la rencontre de qui ? Dans sa collection Les Essentiels, la boutique RCF vous propose Marcher pour se retrouver, un coffret de 4 émissions qui retrace l'histoire du pèlerinage et aborde le sens psychologique et spirituel de la marche. Pour plus de renseignements, appelez le service auditeur au 04 72 38 62 10. Vincent Lambert, la valeur de la vie en question, un sujet que nous tentons de manier avec précaution depuis 9h ce matin sur RCF, puisque nous parlons d'une personne singulière et à travers lui et à travers elle de ses proches confrontés depuis maintenant plusieurs années à de complexes rebondissements juridiques. Pour éclairer les enjeux éthiques que pose cette histoire singulière, 3 invités: Lou Bémond-Senneville, journaliste à la Croix, Marie-Dominique Trébuchet, vice-présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, et Caroline Roux, déléguée générale adjointe d'Alliance Vita. J'aimerais vous lire ce message de René de Marignane, mais laissez-le partir, nous dit-elle. Il est ainsi depuis 11 ans. Y a-t-il un seul d'entre vous qui, à sa place, désirerait cela pour lui-même? Je suis catholique pour autant, mais être prisonnier de son corps, comme pour la maladie de Charcot, doit être insupportable. Ne serait-ce pas un soulagement pour tout le monde? Marie-Dominique Trébuchet. Depuis les énormes progrès qui ont été faits par la réanimation, dans les années 50, dans les années 60, cette question se pose. Les médecins réanimateurs à l'époque sont allés voir Pie XII très tôt, avant les années 60, pour lui poser ces questions-là précisément. Pour dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit de renoncer à un traitement pour pouvoir accompagner la personne et finalement laisser le processus de mort advenir? On touche là le nœud de la question. Il ne s'agit pas... On n'est pas dans une situation euthanasie. L'euthanasie, c'est donner la mort par une injection létale à une personne qui l'a demandé. Voilà, ça c'est la définition. On n'est bien évidemment pas là dans ce contexte-là. Nous sommes dans le questionnement autour de est-ce qu'il n'y a pas, parfois, au nom du respect de la vie, au nom de sa prolongation à tout prix, parfois... des décisions qui vont contre le respect de la vie humaine et mortelle. Et donc, voilà, on doit reconnaître aussi, et ça c'est tout le problème de notre médecine et des progrès de la biomédecine, voilà, reconnaître que le processus de mort peut advenir. Et donc nous sommes des êtres humains mortels. Cette différence, cette nuance, vous la comprenez, Caroline Roux? Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter que justement, quand cet auditeur, et je le comprends, a dit mais laissez-le partir, etc. Justement, c'est la question qui se pose. C'est-à-dire que Vincent Lambert ne peut pas s'exprimer, il n'est pas en fin de vie, donc il y a une différence d'appréciation dans sa famille, mais il s'agit pas de s'acharner à tout prix. Donc la question c'est de savoir
comment on peut accompagner au mieux ces situations et sans se projeter trop précipitamment dans ces situations. Et en fait, en venant, j'avais dans la tête des noms de personnes qui sont dans des situations difficiles, dont on a pensé arrêter leur alimentation, finalement, grâce peut-être à un époux. Je pense à une situation particulière. L'époux a dit non, allons plus vite, plus loin. Donc on a arrêté d'abord la respiration, mais il faut que les personnes se rendent compte que c'est pas facile non plus d'arrêter. Et je me rappelle que cet époux m'a raconté combien il avait dû être accompagné de quelqu'un quand pour sa femme on a arrêté le respirateur. Il a pensé qu'elle allait mourir. Finalement, elle a continué à respirer. Elle était dans un coma profond. C'était pas le cas de Vincent Lambert. Et puis finalement, contre toute cette espérance, elle s'est réveillée au bout de 3 mois. Alors je ne pense pas qu'il faille rêver non plus que Vincent Lambert ou d'autres, peut-être c'est assez rare de pouvoir aussi revenir d'un état quand on est dans une conscience altérée, mais ça peut quand même arriver. Mais la question n'est pas de se projeter, mais de se dire quelle peut être la vie la plus appropriée, sachant que finalement ce sont ceux qui sont les plus proches qui peuvent accompagner ces personnes. Alors justement, ça rejoint un message, celui de Béatrice de Nîmes. On ne sait pas à quel moment la personne ne souffre pas. J'ai l'exemple de ma mère que l'on m'empêchait d'hydrater en dehors du personnel médical. Les médecins prennent des décisions sans nous prévenir. Ont-ils le droit de procéder ainsi? Alors ça pose la question de qui décide finalement. Eh bien, qui décide selon la loi française, c'est le médecin qui décide, en l'occurrence en informant la famille, en concertation avec la famille, mais c'est bien le médecin qui décide, accompagné de son équipe médicale. Et d'ailleurs, on le voit bien au tribunal, dans les différentes procédures, c'est bien le médecin, le CHU, qui est attaqué. Alors, quelle est la justification de ce médecin qui décide? D'un côté, on peut dire effectivement c'est un paternalisme, une prise de pouvoir, etc. Mais en même temps, de l'autre côté, d'autres disent, eh bien, ces décisions, elles sont trop lourdes pour être assumées par la famille. Et donc, il faut que ce soit le médecin qui décide. Et je pense à une situation, que l'on m'a racontée pour des situations en tout début de vie, avec des bébés qui naissent dans des situations très difficiles. Et là, le médecin dit tout de suite, écoutez madame, écoutez monsieur, cette décision, nous allons en parler ensemble, mais c'est moi qui vais la prendre, parce qu'elle est trop lourde à prendre pour vous. Et voilà, je pense qu'il faut aussi avoir cela en tête. Il y a un auditeur qui patiente, mais ça pose aussi la question des fameuses directives anticipées que promeut la loi Claes-Leonetti. Et c'est vrai que si directives anticipées il y avait eu, il n'y aurait pas eu cette complexité de ce cas de Vincent Lambert. Probablement pas. Je résiste aussi là à utiliser le conditionnel. Nous sommes dans une situation et donc ne parlons pas trop à si on avait eu une autre loi, si on avait écrit, mais il reste que vous avez raison, les directives anticipées sont des occasions de dialogue. Des occasions de dialogue en famille, des occasions de dialogue avec son médecin traitant, et que à l'occasion de dialogue, on peut faire connaître des souhaits. Donc vous avez raison, ça je pense que c'est un point important. J'ajoute un mot sur ce que vient de dire Lou en disant c'est le médecin qui décide. Mais la loi Claes-Leonetti, et déjà la loi Leonetti, insistait sur la collégialité, la procédure collégiale, la participation de l'équipe soignante. La notion d'équipe soignante est dans la loi. Et la responsabilité des médecins, c'est d'écouter la famille, d'accompagner la famille. Et parfois, vous aviez raison, vous parliez de médiation. Eh bien, les soignants se forment à la médiation aujourd'hui aussi pour, dans des cas complexes, faire que petit à petit, en les accompagnant et en les écoutant, on arrive à la décision qui soit la plus juste et la plus adaptée à chaque situation singulière. Caroline Roux, rapidement avant d'écouter Maurice. Oui, moi je voudrais rappeler, donc nous on a un service SOS Fin de Vie, donc on entend beaucoup de personnes et on a vu au fil des années se dégrader la confiance entre soignants et soignés. Donc notre travail c'est de pouvoir vraiment faire en sorte que les personnes qui appellent soient moins défiantes, en tout cas elles puissent poser les bonnes questions aux médecins pour rétablir ce dialogue avec les médecins, parce que tous ces débats entraînent
beaucoup de confusion. Et on voit des personnes qui nous disent, mais est-ce que mon proche, on n'est pas dans l'acharnement? Est-ce qu'on n'est pas en train de le tuer parce qu'on a arrêté une partie de l'hydratation? Et donc, ça demande un vrai dialogue. Et puis la deuxième chose par rapport à ce qu'a dit Lou, autour du médecin qui prend la décision, ce qui protège dans notre loi, c'est l'interdit de tuer. Donc la question, c'est l'intention derrière qui est des décisions collégiales, et c'est l'interdit qui va être source de créativité, comme il disait une personne dans les soins palliatifs. Les soins palliatifs sont nés de cette créativité, de l'interdit de tuer et d'apporter le meilleur confort aux personnes sans s'obstiner, mais en les accompagnant le mieux possible. Allez, comme promis, c'est Maurice qui a patienté depuis maintenant plusieurs minutes que j'accueille. Vous êtes un ancien infirmier, Maurice, bonjour. Voilà, bonjour. J'ai travaillé dans les services qui étaient optionnels à l'époque. Bonjour à tous. Et j'étais dans un service de réanimation chirurgicale pendant 3 semaines. C'était un service qui n'était pas obligatoire. C'était un service difficile. Nous avions des polytraumatisés de la route gravissimes. Et je pense qu'on ne pouvait pas résister à dans ce genre de service sans être renouvelé. Donc je pose la première question. Il faut renouveler les équipes de soins palliatifs sous la règle de Napoléon. 1 tiers de jeunes, 1 tiers d'anciens, 1 tiers de moyens. Parce que les équipes sont trop dures, c'est trop difficile à gérer et on perd les pédales au bout d'un moment. Il faut vraiment avoir du recul. Et le recul, on l'a suffisamment qu'en renouvelant les équipes parce que c'est une souffrance qui est trop difficile à supporter. Je pense que Buzyn et tous ceux qui sont des politiques sont complètement à côté de la plaque. Malheureusement, nous sommes gérés par tout un tas de sots qui sont... Vraiment, c'est pénible pour nos pays parce que nous supportons toute cette sottise. Donc je pense que j'ai travaillé aussi tout de suite, immédiatement après, derrière ce service de polytraumatisés de la route, dans un service de réadaptation fonctionnelle qui n'existait pas à l'époque parce que ces services ont été créés comme on avait Garches à Paris, on avait ces services de pointe. Dans ces services de pointe, on accueillait des patients qui étaient polytraumatisés avec trachéotomie, des gens qui étaient dans un état de coma profond. Et lorsque nous avons eu des résultats absolument prometteurs et impossibles à discerner dans les premiers cas, parce qu'on pensait que ces gens-là ne reviendraient jamais, lorsque vous voyez des gens, c'est arrivé après des années, alors qu'ils étaient trépanés, qui tenaient pas debout, qui étaient dans des fauteuils roulants, qu'on habillait, qu'on mettait des radios, on les stimulait complètement, avec des équipes pluridisciplinaires, quand vous les voyez revenir 3 ans après, debout, ensemble, la main dans la main, le mari et la femme, je peux vous dire que vous pleurez. Alors moi, je ne sais pas ce qu'il faut penser de tous ces cas. Je pense qu'il faut que ce monsieur soit changé, soit mis dans un service spécialisé, qu'on arrête de dire que il faut ne pas alimenter, c'est pas des soins. Alimenter, c'est un soin, c'est pas un soin, c'est normal. On boit et on mange, point. Donc c'est pas quelqu'un, c'est des choses qu'il faut faire naturellement. Il faut donner tous les soins de confort. Et alors après, toutes les lois mortifères qui veulent absolument détruire et donner une porte ouverte à l'euthanasie sont des gens dangereux pour moi. Il y a une chose qui compte, c'est préserver la vie. Préserver la vie et l'acharnement thérapeutique, il faut faire évidemment être très délicat et c'est très difficile pour les familles et ça, je suis absolument d'accord avec le monsieur qui dit que c'est des solutions difficiles à prendre. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un qui soit en dehors de l'hôpital et donc des personnels en dehors de l'hôpital qui décident avec les soins palliatifs. Il ne faut pas laisser tout aux médecins non plus des soins palliatifs. Il faut qu'il y ait aussi un garde-fou extérieur. Ce garde-fou doit être fait par un médecin extérieur, des médecins, une équipe pluridisciplinaire extérieure, de façon à pouvoir avoir un contrebalancier dans ce genre de situation et apporter aux familles toutes les réponses nécessaires. Chose qui n'a pas probablement été faite. Et on voit que ce monsieur n'a pas été, dirigé là où il faut. Et on laisse pas quelqu'un pendant 1 mois sans boire et manger. C'est absolument abject. Merci Maurice pour cette intervention. Je suis obligé de vous couper, Maurice, parce que effectivement, nous manquons de temps aussi. Il nous reste simplement un quart d'heure avant la fin de cette émission. Et ce que vous venez de dire à l'instant, Maurice, rejoint un message d'Anne-Marie de Narbonne. Ce monsieur, elle parle, Anne-Marie de Vincent Lambert, devrait être changé de service. Il devrait y avoir un médiateur. Marie-Dominique Trébuchet, Lou Bémond de Senneville, Caroline Roux, Lou Bémond. Non. Sur le premier point qu'a abordé Monsieur Maurice, c'est ça. Sur les soins palliatifs, on peut pas tenir. Il faut
Les soins palliatifs, précisément, sont organisés avec des formations permanentes, de l'accompagnement, des groupes de parole. Voilà, moi j'y travaille depuis 15 ans comme bénévole avec les équipes, et s'il y a un lieu où on fait attention et où on accompagne les soignants pour qu'ils puissent précisément accompagner les personnes en fin de vie ou qui se dirigent vers la fin de vie, c'est bien celui-là. Donc voilà, nous veillons bien évidemment à ce que les personnes soient capables, en capacité de maintenir leur accompagnement, leur travail auprès des personnes, parce que bien sûr que c'est très difficile. Alors Maurice a décrit aussi la difficulté des soignants au quotidien. Caroline Roux, vous êtes sensible à ce témoignage, et qu'est-ce que vous diriez aussi, et là encore je reprends cette question d'Anne-Marie de Narbonne, est-ce qu'il faudrait un médiateur? Alors est-ce que ça rajouterait pas peut-être quand même encore de la complexité à cette histoire? Dans le premier auditeur, je pense qu'il y a aussi un petit mélange entre l'urgence et puis les soins palliatifs dans sa description. Autant être dans les services d'urgence, sûrement c'est difficile, mais enfin c'est géré aujourd'hui quand même. Notre pays est bien voilà, en tout cas bien accompagné là-dessus, accompagne les soignants. Les services de soins palliatifs, c'est autre chose. On n'accompagne pas les personnes, c'est pas des mouroirs, hein, mais on accompagne dans un projet de vie vers la mort, hein, ce qui est différent. Donc c'est autour de toutes ces confusions, je pense qu'il faut pouvoir mettre la lumière. Et votre deuxième question, c'est autour d'un médiateur. En tout cas, je pense qu'il faut prendre le temps. C'est Marie de Henzel, hein, qui est aussi parmi les pionnières de vulgarisation des soins palliatifs, qui dit mais pourquoi s'obstiner tout de suite, arrêter l'alimentation, l'hydratation. Bon, c'est vrai que c'est depuis 5 ans que la question s'est posée, mais quand le comité de l'ONU demande d'attendre, voilà, on peut et pour plus aider cette famille à accueillir ce qui est possible. Je pense qu'il y en a certains qui sont allés dans un sens de projets allant vers la mort, et d'autres qui disent qu'il y a un projet de vie. Et les deux parties de la famille, on n'a pas à les juger. Je pense qu'elles sont dans l'amour et dans l'amour de leur frère, époux. Mais il faut aussi protéger cette famille. Il y a beaucoup d'aspects fusionnels dans les familles, et faire en sorte que le patient soit pris comme il est, c'est-à-dire qu'il n'est pas en fin de vie, et accompagné le mieux possible. Alors on parlait de médiation, mais aujourd'hui ce qui joue ce rôle de médiation, Loubet Montsenville, c'est la justice en fait, c'est le juridique. Je crains que lorsqu'on arrive devant la justice, ce soit un petit peu tard pour une étape de médiation. Le vrai rôle de médiation, il est, comme l'a dit Marie-Dominique Trébuchet tout à l'heure, plutôt le rôle, je ne sais pas, mais en tout cas dans les faits, c'est quand même souvent l'équipe médicale qui joue ce rôle de médiateur. Moi, ce que je peux vous dire comme observateur de cette affaire depuis maintenant 2 ans, depuis que je la suis de manière plus particulière, c'est que à chaque fois que les deux parties de la famille se retrouvent devant la justice, eh bien, voilà, on est face à 2 positions irréconciliables. Et c'était encore marquant devant le Conseil d'État il y a quelques semaines, durant l'audience à laquelle j'ai assisté. On voit bien que ces 2 conceptions de la vie, 2 conceptions de la maladie, de la prise en charge. Il y a aucun doute, comme le disait Caroline Roux, sur le fait que voilà, ils aiment tous ce Vincent Lambert, et je pense qu'on peut pas juger cette famille, mais il y a là des positions qui me semblent irréconciliables. Et je pense que aujourd'hui, parler de médiation, malheureusement, est un peu compliqué, voire un peu irréaliste. 9h-10h, c'est le temps de le dire sur RCF. Dernière partie du temps de le dire sur RCF autour des questions que pose l'histoire de Vincent Lambert, un homme lourdement handicapé en état de conscience minimale dont la décision de l'arrêt des soins décidée lundi a été annulée par la Cour d'appel de Paris. Loubet Montsenville de la Croix, la théologienne Marie-Dominique Trébuchet et la déléguée générale adjointe d'Alliance Vita Caroline Roux sont mes invités dans cette émission. C'est André Jean qui est en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes médecin. Alors, je suis médecin, pharmacien, gériatre et 30 années de pratique dans tous les soins du SAMU hospitalier privé. Voilà. Alors, nous vous écoutons. Je voulais faire 2 remarques, je vais essayer d'être très bref, excusez-moi, et une question sur la loi ensuite Claes-Leonetti. Première remarque,
Nous vivons actuellement une intensité émotionnelle extraordinaire. Les mots qui viennent d'être prononcés, c'est ensuite confusion. Et je pense que Caroline Roux a parfaitement raison pour dire que justement les médecins nous sortons, enfin les soignants sortent un petit peu pour dire aux journalistes particulièrement, à tous ceux qui transmettent l'information, qu'il nous faut faire très attention aux mots. On parle d'acharnement thérapeutique, on parle etc. Des spécialistes viennent nous dire exactement ce qui se passe. Et deuxièmement, ce qui est encore plus grave, on nous parle de ce qui ne se passe pas. J'ai entendu le neveu qui disait, mais probablement dans sa tête. L'ancien médecin du CHU, mon ancien confrère, qui disait, mais probablement dans sa tête. Or, si vous voulez, il faudrait une expertise au plus haut niveau, avec PET scan, encéphalogramme répété, examen neurosensoriel, neurologique de base, pour dire exactement, pour arriver à déterminer le cas de Vincent Lambert. Et tout le monde, et je rejoins maintenant notre journaliste, on est au milieu de ce que j'appelle une affaire Dreyfus de l'euthanasie. J'ai fait un petit papier, affaire Dreyfus de l'euthanasie, parce qu'il y a des positions irréconciliables et des drames familiaux qui divisent. Alors, j'arrive à ma question, excusez-moi, je suis un petit peu long, mais j'ai assisté à tous les états généraux de bioéthique avec de nombreux confrères de soins palliatifs, de réanimation, et tous ont dit la même chose. S'il vous plaît, revenons aux faits et soyons patients. Cette loi n'a même pas été évaluée dans nos services. Et maintenant, tout le monde parle d'aller plus loin. Et nous sommes là dans le nœud gordien. Nous sommes à la fracture, si vous voulez, des contours de cette loi, parce que est-ce que nourrir avec un sérum et une alimentation de base, c'est un acte thérapeutique, un acte médical, une médication? En fait, vous voyez, nous sommes là en train de discuter d'un champ, je ne parle même pas de la justice, etc., mais au niveau médical pur, nous devons être très prudents et attendre, car la bataille des mots est très très dangereuse et elle est idéologique. Voilà. Merci Excusez-moi, beaucoup. j'ai été un petit peu long. Non, merci beaucoup pour ce commentaire, ce témoignage et ces questions. Marie-Dominique Trébuchet, comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit? Je remercie Jean de ce qu'il vient de dire en rappelant effectivement voilà le contexte de l'émotion. Je le rejoins complètement sur la confusion. Nous sommes tous d'accord, vraiment, je pense, pour dire que la première posture éthique, c'est précisément d'éviter la confusion, de ne pas céder à la confusion, de pouvoir, de qualifier les notions pour mieux comprendre où nous sommes et comment réfléchir à ces questions-là. La problématique aujourd'hui de ce drame familial et de ce drame de Monsieur Vincent Lambert, c'est que tout le monde se pense autorisé à avoir une position, comme si il devenait finalement otage d'une collégialité nationale. Voilà, donc renonçons à cela. Un dernier mot sur la loi. Bien sûr que la loi, on n'a pas à la réviser demain matin. Elle n'est pas encore complètement mise en place. Mais on n'arrête pas de le dire, cela, justement. Oui, mais les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur la sédation profonde et continue, par exemple, sont sorties très récemment. Eh bien, voilà. Formons les médecins, formons les soignants à une prise en charge dans le cadre de cette loi que nous évaluerons. Mais voilà, faisons confiance à nous tous qui avons permis que cette loi se maintienne. Ni acharnement, ni euthanasie, faisons-nous confiance et ne renonçons pas à agir dans le cadre de cette loi. André Jean parlait aussi d'une expertise peut-être complémentaire qu'il faudrait faire avant de se prononcer, effectivement, avant de parler de façon peut-être un peu imprudente, comme l'ont fait certaines personnes. Lou Bémond de Senneville. Bon, il y a eu beaucoup d'expertises qui ont été faites en réalité. Depuis 10 ans, moi je voulais dire deux choses. La première chose, c'est qu'il me semble qu'aucune loi, jamais, nulle part, ne pourra résoudre un conflit familial. Et je veux dire, c'est ça la question aujourd'hui, c'est qu'on est au cœur d'un conflit familial.
familial, d'un désaccord très dur. Et je veux dire, quelle que soit la loi que nous aurions, aucune loi ne résoudra jamais un conflit familial. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est ce qu'évoquait notre auditeur, qui est un peu ce que relaient les journalistes. Alors, je vais répondre comme journaliste. La complexité à laquelle nous sommes confrontés, nous journalistes, c'est que ceux qui savent, ceux qui ne savent pas parlent, et ceux qui savent vraiment, qui connaissent vraiment ce dossier, ne peuvent pas parler parce qu'ils sont tenus par le secret médical. Et donc nous, notre travail de journaliste, c'est quand même d'essayer de raconter cette histoire et surtout de donner des clés de compréhension, pour pouvoir la comprendre sans la juger, mais pour pouvoir la comprendre. Et voilà, moi je voulais juste vous donner cet éclairage journalistique, qui est une complication avec laquelle j'essaye de m'arranger chaque jour. Honorer la complexité, mais pourtant il y a derrière aussi beaucoup d'inquiétudes et puis aussi la volonté d'agir pour beaucoup. Caroline Roux, pour terminer. Oui, je dirais que quand on parle de positions irréconciliables, je pense que la question se pose au niveau pas tant de la famille, mais de l'approche médicale en fait de ces situations, et que là il faut clarifier, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes en effet dans les familles qui sont dans des situations similaires. On n'est jamais exactement dans la même situation. Et donc moi je plaiderais pour une approche médicale adaptée, et que au moins pour s'en sortir par le haut et par le cœur aussi, qui est ce transfert qui est demandé pour être faire cet essai, d'être vraiment dans une unité adaptée avec des médecins de la rééducation. Je rappelle quand même que Vincent Lambert depuis 5 ans n'a plus de kiné, il est enfermé dans sa chambre, il ne sort pas, alors qu'il pourrait aussi séjourner dans sa famille. C'est ainsi que se termine cette émission. On aurait pu la prolonger encore pendant plusieurs heures. On a bien compris qu'il s'agissait véritablement d'un sujet complexe à manier avec beaucoup de précautions. Je renvoie à nos dossiers sur rcf.fr, aussi au dossier de la Croix consacré à ce sujet d'importance. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à Pierre-Henri Paget à la réalisation technique et Catherine au standard, qui continue de recevoir vos appels puisqu'à votre service commence dans 1 minute. Bonjour Vincent. Oui, bonjour Antoine. Ce dimanche, bien votera, mais c'est aussi, il faut le rappeler, la fête des mères. Et oui, on l'aura peut-être un peu oublié. Est-ce qu'il y a un âge idéal pour devenir maman ? Alors on met généralement la barre à 35 ans, mais on peut aussi le devenir à 40 ans. Est-ce que c'est plus difficile ? Eh bien, on fera le point avec nos invités. À tout à l'heure.